Bien, on va reprendre pour la dernière conférence de notre journée grand public et de notre colloque. Cette dernière conférence qui sera donnée par un artiste-chercheur du nom de Eric Arnald Burchi, que je remercie d'être venu de loin, de Belgique, qui va nous présenter, bon j'en dis pas plus, mais un rapport entre art et science. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis donc un artiste. Je crée des spectacles, des installations, des performances. Et il y a une grande inspiration pour moi dans le travail que je fais, dans l'imaginaire poétique qui est porté par la cosmologie. C'est un domaine qui nous amène à reformuler des questions qui sont métaphysiques et qui accompagnent l'humanité depuis des millénaires et qui ont stimulé la créativité de nombreux artistes. Et ça... Et ça permet donc de repréciser des tentatives d'explication du monde, d'explication dans un sens très large, qu'elle soit sensible ou rationnelle, là où il y a de l'inconnu pour l'humain. Il y a cette question de la cosmologie, c'est aussi pour moi comme un peu la mécanique quantique. Donc je prends d'un point de vue très, on va dire très néophyte, mais qui met face à une impossibilité à représenter. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la question des trous noirs, du Big Bang, de la matière noire, mais en fait, sans avoir la possibilité non seulement de voir ce que c'est, ni même de pouvoir en apporter une quelconque représentation, qu'elle soit directe par le dessin ou la peinture, ou même mentale. C'est-à-dire qu'on utilise des concepts qu'on n'arrive pas à se visualiser, même à travers des expériences de pensée. Peut-être que c'est intrinsèque à ces concepts, à ce domaine. Peut-être que c'est conjoncturel, donc c'est quelque chose dans lequel j'avais parlé déjà avec certains intervenants. Ça m'a fait beaucoup penser donc à la Renaissance, quand on a un peu redécouvert, quand on a pu populariser le fait que la Terre était ronde. On pouvait être d'accord avec ce concept, mais il y avait une impossibilité à en comprendre immédiatement toutes les implications. Il a fallu un temps pour que la société s'en saisisse dans son ensemble, à travers l'art, la religion, les mythes, pour que cet horizon soit repoussé et dévoile en fait tout ce qui n'était pas encore apparu. Et cet horizon, il est autant porté que limité par notre époque, c'est-à-dire par les croyances et les représentations du monde dans lequel nous sommes nés. Donc, l'art a la particularité de rendre sensibles ces croyances et ces représentations, de permettre de les intérioriser, de contribuer à faire évoluer la manière dont nous voyons le monde, donc en quelque sorte à contribuer à infuser ces nouvelles connaissances. Je vais revenir là-dessus après. Donc je vais présenter deux projets que j'ai créés pour faire sentir un peu ce que j'entends par représentation. Je vais ensuite vous proposer de faire une expérience avec moi. Donc si vous avez eu le mail, c'est super. Sinon, on est dans le sud, donc j'espère que vous avez ça. Donc c'est une expérience avec du basilic. Donc l'idéal, c'est d'avoir du basilic frais avec vous, de pouvoir le cueillir. Si vous n'en avez pas, une plante aromatique comme de la menthe, comme n'importe quelle plante aromatique, pourra faire l'affaire. Si vous n'en avez pas non plus, ça commence à être compliqué. Mais une feuille vivante pourra faire l'affaire, avec peut-être des épices, on pourra se débrouiller. Non, ça va venir après. Ça vient après. Et je ferai un dernier point sur ce qui est, je crois, l'importance de rendre sensible, y compris en sciences. Donc un des premiers projets que je voulais vous partager, c'était un projet qui est un projet de spectacle, dont, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai, super. Oui, super. Ouais. Donc c'était un spectacle dont l'interprète du spectacle est la lumière. Donc il n'y a pas d'autre interprète dans ce spectacle que la lumière. Vous avez un film qui va vous montrer un peu ce que j'entends par ça. C'est un spectacle qui aborde la notion de rapport au vide, de rapport à l'infini. Et ce que je trouvais assez fascinant avec la lumière, c'est que c'est quelque chose qui est évidemment partout autour de nous, et en même temps qui est invisible et qui est intangible dans notre expérience quotidienne. Donc dans ce spectacle, c'est ce qu'on voit là à l'écran, il y a l'idée de non seulement de faire apparaître la matérialité de la lumière,
mais aussi de venir toucher physiquement le spectateur. Donc là, c'est un peu difficile, on s'en rend pas compte parce on n'est pas dans les conditions de l'expérience. C'est dans une salle noire, voilà, comme on voit sur l'écran, qui est habitée par ces rayons, qui viennent toucher les gens qui sont là. Et ce qui est très étrange, c'est que avec ces rayons, quand ils viennent sur le corps, on a l'impression que quelqu'un nous touche physiquement, qu'on est vraiment caressé par quelqu'un. Il y a des gens du coup qui réagissent beaucoup à ça. Il y a des gens qui ont tendance à enlever des vêtements pour sentir plus sur eux. Et dans ce projet, la lumière, elle a donc une texture, une présence physique. Et pour moi, il y a cette notion d'être touché par de l'immatériel, d'être caressé par de l'immatériel. Donc on voit ces rayons là qui habitent l'espace, qui s'y déplacent. Il y avait un rapport au ciel, donc je disais à l'infini, au vide. Il y a des horizons qui traversent la salle. On a l'impression d'avoir le ciel juste au-dessus de sa tête. Et en se redressant, en fait, c'est comme si on traversait le ciel, qu'on se retrouvait dans l'espace. Et elle est si physique qu'il y a beaucoup de gens qui, donc, non seulement qui jouent avec, mais qui essayent de la toucher. Il y a des gens aussi qui essayent de la manger. Beaucoup, on voit des gens qui essayent de l'avaler. Et en fait, à tel point qu'on a posé la question à des enfants, parce qu'ils faisaient passer leur temps à ça. Et on a eu l'impression d'être les derniers des imbéciles, parce qu'il y a une petite fille, on lui a demandé quel goût ça avait, du coup. Et elle nous a regardé avec une grande évidence sur le fait que ça avait un goût de blé, et c'était très clair pour elle, quoi. Donc, pour moi, dans ce projet, voilà, c'est une forme d'écriture de l'immatériel, donc dont le support est le corps de la lumière. Et moi, je viens de la danse, donc normalement, je travaille avec des danseurs, avec des corps qui sont vivants. Là, la lumière, c'est le corps le plus rapide qu'on connaisse. C'est un corps qui est immortel, c'est un corps qui est infini, qui est capable de saisir tout l'espace. Donc, ça donne la possibilité d'écrire cet espace et de mettre en mouvement un corps qui est immensément plus vaste que le nôtre, quoi. Le deuxième projet que je voudrais partager avec vous, c'est, je vais y arriver tout de suite, je vais vous montrer les images juste après. Donc c'est un projet qui s'appelle Genèse. Donc évidemment par rapport à l'action de la cosmologie, ça a aussi des implications. C'est un projet qui avait donné lieu à une collaboration scientifique avec le CNRS, donc avec l'IRFE, c'est un laboratoire de mécanique des fluides, avec l'IMERA à Marseille, et aussi industriel, avec des entreprises comme Safran et Cockerill, qui sont des grosses entreprises industrielles. Et la thématique du projet, donc de Genèse, c'était sur la question de, donc, si on est strict, des conditions initiales de l'univers, mais qu'on associe à la question de l'origine de l'univers au niveau du grand public, et sur le fait que actuellement il y a une espèce de consensus sur la théorie du Big Bang qui a même de montrer ce qui s'est passé depuis, donc ce qu'on associe avec l'origine de l'univers. Mais cette théorie cesse d'être opérante une fraction de seconde avant d'arriver à ce qui serait pour nous dans l'imaginaire collectif le moment zéro, ce qui serait à l'origine de l'univers sous la forme qu'on connaît. Donc on a ainsi une espèce de, en quelque sorte, de théorie de l'origine qui explique une grande partie de ce qui s'est passé depuis l'origine, mais pas l'origine. Donc bien sûr, encore une fois, en physique, on parle de conditions initiales, c'est pas à l'origine, mais il y a une espèce de point de départ où on n'est pas capable de remonter jusque-là. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il y avait un avant, on ne sait même pas sous quelle forme il pourrait avoir. Et cette question de l'origine, qui est ici celle de l'univers, elle formule une problématique qui est plus vaste sur d'où on vient, sur pourquoi nous existons. Et c'est une question qu'on peut se poser à un niveau qui est un niveau de société, à un niveau de l'humanité, aussi à un niveau familial ou à un niveau très personnel. C'est une question qui transcende de nombreux domaines. Et la plupart des sociétés humaines ont tenté de répondre à cette question à travers des mythes. Ce qui est assez beau là-dedans, c'est que dans ces mythes, on retrouve souvent un noir parfait et de l'eau, ou bien le néant. Donc il y a bien sûr la Genèse occidentale, avec cette espèce d'eau, de flot, qui était une matière indistincte. Chez les Incas, la terre était que des ténèbres. Il y a un dieu qui a surgi d'un lac pour créer le soleil, la lune, les étoiles et les hommes. Chez les Iroquois et les Cherokees, au commencement, il y avait seulement l'eau et la nuit. Et chez les Égyptiens, il y avait le Noun, donc une espèce d'océan primordial, qu'on peut considérer plutôt comme un concept. C'est un océan qui a fait la vie, qui va faire la mort. Il n'a pas de créateur, il s'étend autour du monde, et c'est à partir de là que l'Égypte et ensuite que la Terre est née. C'est une vision pour les Égyptiens qui est cyclique. Ce Noun est toujours présent. Il a donné naissance et un jour il reviendra engloutir.
Donc ce projet Genèse sur lequel on a travaillé, c'est un écho à ces mythes, à cette origine qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui. Et il prenait la forme ce qu'on avait imaginé, c'était comme une métaphore. Donc on construisait une structure de ce type. Donc on voulait placer les gens. Je dis on voulait parce que c'est un projet qui est actuellement vraiment en stand-by pour des questions qui sont liées au corona, à la production, mais c'est un projet qui vise à placer les gens au milieu d'une colonne d'eau qui est tournoyante, qui fait 10 mètres de hauteur. Je vais vous montrer comment c'était la structure. Voilà, c'était une vue d'artiste plutôt, ou une autre, qui s'élève autour du public. Donc il faut imaginer qu'dans une salle comme ça, il y a de l'eau qui commence à tourner autour de nous, qui commence à monter, et qui va s'élever donc à une dizaine de mètres de hauteur, et qui va commencer, qui a une forme comme une mise en mouvement de l'espace. Et ce qui m'intéressait moi à travers ça, c'était de jouer beaucoup sur la question de l'obscurité et de faire sentir, plutôt que de montrer, c'était vraiment cette idée-là, donc de faire sentir par la sensation qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément nommer, mais quelque chose qui s'était mis en mouvement et quelque chose qui était au-delà de l'humain, en fait, quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant que l'humain. Et cette chose-là s'était matérialisée par cette colonne d'eau en mouvement. Comme dans l'autre projet avec la lumière, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une forme de rapport physique à cette masse. C'est-à-dire que c'est des dizaines de tonnes d'eau qui tournent autour de nous, il n'y a rien qui nous en sépare, on peut la toucher. Donc on a fait des expériences là-dessus, c'est techniquement possible. Moi, évidemment, j'aurais envie de toucher une colonne de ce type, et j'aurais une appréhension énorme de qu'est-ce qui se passe si je vais le faire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va s'effondrer, est-ce que je vais prendre un risque, est-ce que je vais me faire arracher le bras. En fait, il y a cette question de danger un peu physique, un peu comme quand on va sauter en parachute, sur le fait d'avoir envie de faire quelque chose, et en même temps d'avoir une appréhension de ne pas vouloir le faire. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça emmène dans l'œuvre le corps du spectateur. On l'emmène avec nous, et on fait appel à quelque chose qui est assez ancré profondément en nous. Et donc ce qu'on met en jeu, c'est plus seulement l'intellect, c'est plus seulement même une compréhension sensible, il y a quelque chose de très presque premier, quoi, qui joue là-dedans. Et l'autre point, c'est que, et qui est important par rapport à cette question de la visualisation et de la représentation, c'est que ce projet, pour moi, ce n'était pas du tout une forme de documentaire sur les conditions initiales de l'univers ou sur la question de l'origine. Ce n'est pas une représentation non plus, c'est plutôt des possibilités de sensations d'intériorisation de ce qui a pu être en jeu. C'est quelque chose, le but bien sûr, c'est de pousser au rêve, c'est de pousser à l'imaginaire à un endroit où, parce qu'on n'arrive pas à savoir, en fait, tout est encore possible. Et c'est ce que je trouve beau sur la question de la cosmologie par rapport à ces questions de l'origine, c'est qu'aujourd'hui, si on voit plus loin, pendant longtemps, on s'est posé la question de comment le monde dans lequel on vivait, donc comment la Terre existait, comment elle a pris forme. Ça, on a pu donner des réponses à ça, mais en fait, au final, on a repoussé l'horizon. C'est-à-dire qu'on sait comment la Terre s'est formée, mais maintenant, on sait maintenant comment le système solaire s'est formé, on sait comment les galaxies sont formées, mais on n'a fait que repousser l'horizon, et on a une nouvelle limite qui est maintenant celle de l'origine de l'univers. Donc on sait plus qu'auparavant, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, et cette quête, qui est une quête de l'origine, elle n'a pas cessé. On est toujours à la recherche de notre propre genèse. Ce que je voulais essayer maintenant avec vous, et donc là, ça va pas être simple, je pense, c'est de faire une expérience plutôt de l'ordre du sensible. Donc je vais être assez radical, donc je vais débrancher un câble pour passer directement en zoom. Et si on peut du coup mettre un peu plus de lumière. Voilà, donc normalement vous me voyez maintenant de façon plus directe, comme ça. Et donc cette expérience avec du basilic. Donc voilà le plan de basilic, on ne va pas encore y faire appel, on ne va pas encore le toucher ou expérimenter avec lui. Donc c'est une expérience, c'est très simple, tout le monde peut participer. Je vais essentiellement poser des questions et je vous invite c'est une forme de lâcher prise en fait, juste à ressentir en vous, à imaginer ce à quoi ça fait appel à vous. Ce à quoi ça fait appel, si ça vous évoque des souvenirs, ça fait appel à des sensations, et d'être avec moi en fait dans ce processus-là.
Donc pour les gens qui sont à distance, donc j'espère que vous avez pu trouver donc, un basilic ou une plante aromatique ou quelque chose d'approchant. Ce que je voudrais vous proposer, donc c'est pareil pour vous, c'est avant de prendre une feuille, c'est de commencer par fermer les yeux, de vous installer de façon confortable dans votre siège et de fermer les yeux. Ma première question, c'est est-ce que vous avez des souvenirs qui sont liés au basilic? Et si oui, est-ce que vous pouvez les faire revenir en vous? Est-ce que ces souvenirs font revenir en vous, par exemple, des situations, des personnes, des moments particuliers? Et si vous n'avez pas de souvenirs, est-ce que vous pouvez imaginer un moment qui vous plairait avec du basilic? Est-ce que ces moments vous touchent? Là, vous ne sentez pas encore la feuille, mais imaginez que vous sentez la feuille. C'est la première fois de votre vie que vous sentez cette odeur. Qu'est-ce qu'elle provoque en vous? Je vais vous proposer d'ouvrir les yeux et je vais faire passer la plante entre vous. Et donc, je vous invite, on va à détacher une des feuilles de la plante qui lui a donné vie. Donc là, j'ai une feuille comme ça. Et je vous prie pour l'instant de la garder en main, assez éloignée de vous, et de ne pas encore chercher à la sentir. Donc, si jamais par Zoom il y a des gens qui n'ont pas de feuilles, je vais le faire avec vous directement. J'arrive tout de suite, le basilic est en train de passer. Donc j'invite donc à regarder la feuille et à vous poser la question de comment elle est composée et qu'est-ce que les détails qui apparaissent vous évoquent. Je vais mettre de la lumière derrière en plus. Au besoin, vous pouvez donc faire comme moi, utiliser un téléphone portable avec votre lumière pour passer la lumière à travers la feuille, pour faire apparaître le détail. Est-ce qu'elle est complètement opaque? Est-ce qu'elle est translucide par endroits? Est-ce qu'on voit un grain sur cette feuille? Est-ce qu'on voit une texture? Est-ce que si vous la regardez pour elle-même, est-ce qu'elle vous invite à quelque chose d'autre qui serait en dehors de l'usage qu'on lui connaît déjà, qui est de la manger? Je vais vous proposer à nouveau de fermer les yeux et de sentir la feuille. Imaginez encore une fois que c'est la première fois de votre vie. Qu'est-ce que cette feuille sent pour elle-même? Je vous invite à toucher la feuille doucement, à la caresser. À votre avis, qu'est-ce que vous faites sentir à cette feuille? Qu'est-ce que la feuille sent grâce à vous? Je vous invite à bien le faire.
Est-ce que le basilic aime ça? Qu'est-ce que le basilic pense de vous? Qu'est-ce que le basilic pour vous? Est-ce que c'est un ingrédient? Est-ce que c'est une plante à part entière? Est-ce que c'est un organisme vivant? Avant nous, avant, on va dire même les humains en général, qui a mangé cette plante? Qu'est-ce que ces organismes qui ont mangé cette plante ont pu ressentir? Est-ce que ce basilic que vous avez entre les mains a eu une longue vie? Qu'est-ce qu'une longue vie pour du basilic? Donc nous allons maintenant mettre la feuille en bouche et je vous prie de seulement la déposer sur la langue et de ne pas la mâcher. Donc, est-ce qu'avec cette feuille qui est immobile dans votre bouche, est-ce qu'elle dégage quelque chose? Est-ce qu'elle a un goût? Est-ce qu'elle a une odeur? Est-ce qu'elle a une présence? D'où vient cette feuille? D'où vient la matière, au sens de matière, qui compose cette feuille? Comment, à votre avis, le basilic est apparu sur Terre? Donc je vous remercie, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez sortir cette feuille de votre bouche pour la conserver, vous pouvez choisir de la mâcher et de l'avaler. Dans les projets que je crée, ce qui est important pour moi, c'est de proposer un cadre dans lequel le spectateur peut agir, dans lequel il peut rêver ou imaginer, mais de ne pas y projeter moi-même une histoire. Je préfère que ce soit le spectateur qui le fasse. Donc c'est une forme de rapport à la liberté, pour moi, qui est assez essentielle. Et dans le projet avec la lumière, avec les rayons que je montrais tout à l'heure, il y a une dramaturgie, mais c'est une dramaturgie visuelle. Il n'y a pas de sens figuratif ou narratif direct. Et c'est une invitation à faire, c'est-à-dire qu'au départ, on propose aux gens de s'allonger par terre, mais en fait, à tout moment, on leur dit aussi que s'ils veulent se déplacer, se saisir de l'espace, ils peuvent le faire. En fait, ça c'est possible parce qu'il n'y a pas d'acteur dans la salle, donc il n'y a personne qui détient l'autorité d'agir, et donc les gens peuvent se saisir de cette possibilité pour faire eux-mêmes, pour vivre et pour expérimenter librement. La seule limite, bien sûr, c'est le rapport aux autres, les gens sont en groupe, mais c'est une dynamique, c'est une limite qui est mouvante et qu'on peut déplacer. La question pour moi là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut écrire. Et c'est un projet, du coup, qui fait apparaître beaucoup de choses en termes de dynamique de groupe. Il y a des gens qui viennent le faire plusieurs fois pour le faire avec un autre groupe. Il y a des gens qui sortent et qui disent qu'ils veulent le faire avec un meilleur groupe, même que ceux qui l'ont déjà fait. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un groupe trop statique. Et dans ce qu'on observe, c'est qu'en fonction des fois où on monte, mais aussi en fonction des lieux, il y a parfois des groupes qui sont très immobiles, il y a des groupes qui commencent à être beaucoup en mouvement, il y a des groupes qui commencent à danser ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas, des groupes qui chantent. On a déjà vu des gens qui ont fait l'amour pendant le spectacle, avec d'autres gens profitant du noir. Pour moi, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une société qui se recréait le temps de ce spectacle-là. Et ce qui est important, c'est que c'est un endroit qui permet de se transformer. Il y a cette question du rapport à l'expérience dont je parlais tout à l'heure, avec une dimension qui est poétique et qui est métaphysique. Il y avait un exemple
que j'aime beaucoup, c'était donc c'est la personne qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, donc Tolkien. Il a écrit un traité, il a écrit des courts récits pour expliquer son rapport aux contes de fées et comment il écrivait des histoires. Et dedans, il mentionne que quand il a toujours son histoire qui est écrite au premier plan, mais qu'en permanence, il fait attention dans son histoire d'avoir des montagnes à l'arrière, c'est-à-dire qu'en fait les gens ont un point de vue, un point de fuite, et donc même s'ils ont cette histoire, ils comprennent qu'elle prend place dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste, et ça laisse à l'imaginaire la possibilité d'exister. Pour moi, cette histoire, c'est une espèce de subterfuge, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est même pas cette histoire, c'est même pas les montagnes, c'est l'espace qui est entre les deux, c'est cet espace où le spectateur peut s'investir, en fait, où il peut tout créer une fois qu'il a arrêté de lire ce livre, et c'est là où il est mis en mouvement. C'est là, je crois, et dans le fait que je fais des expériences qui sont souvent des expériences physiques pour le spectateur, qu'il peut y avoir un trait d'union avec la cosmologie dans le fait qu'il y a une impossibilité à représenter certains objets. Parce que je crois que ce qu'on ne peut pas comprendre de cette sorte, on peut quand même, bien sûr, essayer de l'atteindre par l'abstraction, ça c'est ce qu'on fait déjà, et on peut aussi essayer de le sentir. C'est à l'œuvre dans l'art, bien sûr, mais dans la plupart des processus de pensée. Mais il y a aussi des processus de pensée qui sont plus spécifiques et qui ne passent pas forcément par la rationalité. Et il y a une lettre que j'avais trouvée assez fascinante à ce sujet, qui est une lettre d'Einstein. En fait, donc il y a un mathématicien Hadamard qui avait écrit à Einstein pour lui poser la question de comment en fait il travaillait, comment il faisait venir à lui la pensée. Et Einstein explique à propos de son propre mode de pensée qu'il manipule dans sa tête bien souvent non pas du langage ou des éléments logiques, mais des éléments qui sont de nature visuelle et pour certains de nature musculaire. En d'autres termes, en fait, il fait des jeux d'association entre ces deux types d'éléments, donc entre des images qui vont dans sa tête et son propre corps, en fait, son propre schéma musculaire, jusqu'à former des images plus ou moins claires qui peuvent être à volonté reproduites et combinées. Et c'est une fois qu'il a cette espèce de parcours en lui qu'il s'appuie sur des mots et sur ce qu'il nomme d'autres signes conventionnels. Donc il fait ainsi appel à son propre corps, au sens le plus physique du terme, pour générer ce qu'il appelle une pensée qui est productive. Et il y a un linguiste qui s'appelle Jacobson qui a beaucoup travaillé sur ces notions-là. C'est ce qu'il nomme, donc ce linguiste nomme ça une pensée sans mots, en fait, qui est non normée, qui est intuitive et qui laisse plus de liberté et de dynamisme. Et on retrouve cette question de passer par le corps au niveau du fonctionnement de la mémoire. Donc il y a deux grands types de mémoire. Il y en a une qui passe par l'intellect, la mémoire déclarative, et une qui passe par le corps, par l'expérience sensible. Donc c'est la mémoire procédurale. La plus connue, c'est celle quand on apprend à faire du vélo. C'est une mémoire qui est à très long terme. C'est des choses qu'on a tendance à peu oublier. Et on associe ça beaucoup à des éléments comme apprendre directement. Mais en fait, ça permet d'intérioriser beaucoup d'autres éléments à travers le sens. C'est deux mémoires qui sont complémentaires dans les processus d'apprentissage. Et pour le dire autrement, le fait de passer par le sensible, c'est une autre manière d'inscrire une information en soi. Donc l'intellect, c'est une possibilité. La sensation et le corps, c'en est une autre. Donc je crois que c'est ce qu'un type d'art qui passe par l'expérience peut nous apporter. Le fait de nourrir notre capacité à intérioriser différemment, voire à venir nourrir le genre de processus qui est assez spécifique et que décrit Einstein. Ça permet d'échapper, en partie bien sûr, à la question de la représentation et à ce qu'on pense déjà avoir compris en venant nourrir un rapport au sensible. C'est pour ça que je voulais faire avec vous cette expérience du basilic, parce qu'on peut dire que c'est du basilic, donc ça sert à parfumer les plats, et évidemment que ça sert à parfumer des plats, mais ça a aussi 1000 autres possibles sens et évocations. Et du coup, la question que on est à Marseille, ça m'a beaucoup posé cette question-là, mais est-ce que, à l'échelle de l'univers, la fonction du basilic, c'est de faire du pistou? Donc c'est assez peu probable, mais même en étant très centré sur l'humain, peut-être que le basilic, par exemple pour vous, c'est votre grand-mère. Peut-être que pour lui, c'est une plante qui rappelle un paysage particulier. Donc en fait, peut-être que le basilic, c'est un paysage. Peut-être que ça rappelle de quoi est fait la matière de chaque plante. Pour moi, le basilic, ça a une arrière-odeur de pierre qui est très forte, et ça a tendance à me faire penser à du minéral. Peut-être que ça peut me faire penser à la naissance du vivant, en fait, à un temps qui était avant l'humain même, à un temps où le basilic n'existait pas encore. Ce qui me semble important,
c'est que ça donne la possibilité d'échapper à l'idée que je connais déjà ceci ou cela. En fait, c'est très simple ce que je suis en train de dire. C'est sur le fait que je connais sans doute déjà une partie de l'objet, d'un phénomène, d'une personne, mais de se re-questionner sur ce qu'on a compris en fait de ça et de pourquoi on l'a compris ainsi, qui sont deux choses qui sont très différentes. C'est, pour le dire autrement et de façon vraiment la plus simple possible, je suis en train de dire que simplement de parler, de tout regarder comme c'était la première fois. Ça, c'est assez naïf, mais ça permet de s'émerveiller, parce qu'il y a deux grands avantages. Donc le premier, c'est que le monde tout de suite est beaucoup plus beau, donc ça c'est quand même pas mal. Et l'autre point, c'est que ça permet de voir quelque chose qui m'avait peut-être échappé, mais qui en fait pourrait se révéler fondamental dans le rapport au monde que nous avons. Et je crois que c'est ce que le sensible rend possible, donc en plus d'intérioriser, ce qui rend possible, c'est d'échapper à ce qu'on a déjà imaginé et de continuer à approfondir notre système de représentation. Ça permet de nourrir notre intuition et donc de rendre sensible ce que l'on sait et surtout ce qu'on ne sait pas encore. Donc je ne sais pas si ça a un rapport direct avec la cosmologie, mais d'un point de vue d'artiste, en tout cas ça me semble essentiel et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Eric. Est-ce que certains en visio ont des questions, des commentaires ou leur expérience qui vient de se passer à faire partager peut-être? Donc la question, c'était par rapport au projet Genèse, donc le vortex d'eau, et sur la possibilité de, corrige-moi si jamais c'est pas ça, de proposer une expérience qui soit artistique dans un monde qui est tellement normé, avec tellement de questions de sécurité, et sur le fait, est-ce qu'on va devoir prévenir de certains risques, interdire à certaines catégories, et comment, en tant qu'artiste, je me saisis de ces questions, et comment je peux jouer avec ça. C'est bien ça ? Alors... Donc pour ce projet, de façon très concrète, je me suis tapé 350 pages de normes européennes qui décrit comment, en fait, effectivement, il y a beaucoup de... C'est très normé, ces choses-là. Je vais prendre un autre projet, parce que sur la question de la norme, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, aussi dans notre rapport esthétique à la société, parce que c'est quelque chose qui est invisible, mais qui, en fait, est très défini par le juridique. Donc je vais prendre un autre exemple, un projet que je viens de créer, mais qui sera plus proche de l'expérience quotidienne. Donc c'est un projet qui joue sur les codes d'une aire de jeu. Donc par exemple il y a des balançoires, il y a beaucoup de choses de ce type là-dessus. Donc là la norme est plus légère, elle fait quand même 80 pages. Et en fait, par exemple sur une norme comme ça, il y a des normes de sécurité pour ne pas blesser les gens. Il y a une hauteur minimum par exemple pour un siège de balançoire. Il y a, quand vous avez une partie mobile, il y a aussi une hauteur minimum entre cette partie mobile et le sol. Nous, on voulait avoir des tubes très fins qui parcouraient l'espace. En fait, le tube doit avoir au minimum à son extrémité un diamètre de, je crois que c'est 3,5 cm ou 4,5 cm. Et en fait, il y a une raison derrière ça. Donc, c'est pas marqué, la raison n'est pas marquée dans la norme. Mais après, on a parlé avec un bureau de certification. Et donc, les raisons sont assez trash, en fait. C'est que vous devez être à une certaine hauteur au-dessus du sol, parce que si un enfant tombe, il ne faut pas qu'en bougeant, ça lui écrase la tête. Le diamètre d'un tube, en fait, il est normé, parce que si quelqu'un tombe dessus, il ne faut pas que ça puisse lui crever dans l'œil, en fait. Donc il est trop gros, comme ça vous allez vous taper dessus, mais ça ne va pas rentrer dans votre œil, vous ne pouvez pas vous crever un œil. Donc c'est fait pour protéger les gens, mais la conséquence, c'est que, en fait, tous les objets qu'on voit dans des espaces de ce type, en fait, ils sont normés en termes de diamètre et ça définit aussi, bien sûr, des types d'esthétique. Ça, je trouve ça assez intéressant, assez très fort, mais aussi assez intéressant. Après, il y a la manière dont on s'en saisit. Et sur les aires de jeu, par exemple, en Europe, il y a, si vous allez en Allemagne, les aires de jeu sont beaucoup plus créatives, elles sont plus grandes, elles sont aussi être plus belles qu'en France. Donc on dit, du coup, la norme, en France, on norme beaucoup trop par rapport à la CT allemande. Pas du tout, c'est une norme qui est européenne, donc ils ont exactement les mêmes contraintes qu'en France. En fait, c'est comment nous, en termes de société, on va s'en saisir.
comment on va se limiter ou s'auto-limiter. Par exemple, aujourd'hui, cette conférence, il n'y a pas de public en réel. Au niveau national, il n'y a plus d'interdiction formelle de ça. Après, il y a eu une interprétation au niveau local qui est justifiée. C'est pas la question. Et ensuite, c'est comment on interprète ou surinterprète dans certains cas ce type de conditions. Et ça, en fait, pour des raisons qui sont de protection des gens et qui sont dans certains cas tout à fait fondées. Moi, il y a des endroits où je pense qu'on va trop loin là-dessus. Mais en tout cas, ça finit par définir non seulement une esthétique de la société, mais ça définit aussi une manière d'interagir avec toutes les choses. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, pour une œuvre d'art, si vous dites que quelque chose est un statut d'œuvre d'art, selon le bureau de certification, en fait, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est pas mon souhait, parce que je ne souhaite pas non plus blesser des gens. Il y a aussi, enfin, elles sont quand même bien faites. Il y a aussi ça derrière. Après, il y a à quel endroit vous pouvez aussi vous écarter de ça. Là, il y a une souplesse aussi derrière ça, c'est qu'en fait, vous pouvez transgresser une norme, donc c'est pas comme la loi, en fait, c'est possible de transgresser une norme si vous prenez une mesure qui permet d'adapter la situation à... Donc ça s'appelle une mesure compensatoire, vous allez renforcer la sécurité à un autre endroit pour pouvoir justifier que vous pouvez transgresser à cet endroit-là. Et donc la question par rapport à ça, c'est comment effectivement on peut rester libre là-dedans, sachant qu'il y a la question juridique, mais après il y a des questions qui sont vraiment techniques, et après il y a des impératifs qui sont aussi des impératifs on va dire de viabilité économique d'un projet. En l'occurrence, ce projet, en termes de normes, on a réussi. En termes de stabilité, la structure était très complexe. On était à 120 tonnes d'acier quand même, pour pouvoir faire tourner ça sans risque pour les gens. Donc ça implique derrière des déplacements, ça implique, là encore on retrouve la norme, ce qu'un sol peut supporter. En fait, et c'est vrai qu'il faut intégrer tout ça sans perdre de vue le point de départ, qui est une question artistique. Ça pour moi, pour un peu limiter ça, j'ai tendance dans les projets que je fais à beaucoup expérimenter avant. Donc là, le travail avec le CNRS, c'était beaucoup ça. C'était de travailler dans leur salle d'expérimentation. Donc c'était d'avoir accès à des installations scientifiques. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire ça. Et qu'ensuite, ce projet-là, on devait leur prêter pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc c'est une œuvre d'art, hein, mais qu'ils puissent aussi l'utiliser comme un objet scientifique à part entière pour pouvoir simuler des vortex d'eau de très grande taille, ce qui actuellement n'existe pas sur Terre. Donc pour eux, ça avait un grand intérêt aussi en termes expérimentaux. Et en expérimentant comme ça, pour moi, en amont, ça permet déjà de préciser l'objet, parce qu'en fait, alors personnellement, mais je ne sais pas si c'est pareil pour vous en tant que scientifique, mais pour moi en tant qu'artiste, j'ai l'œuvre que j'imagine au début, après je commence à travailler et préciser, et en général, ce à quoi j'arrive à la fin, ça n'a pas grand-chose à voir avec mon point de départ. Ça évolue vraiment beaucoup, ça se raffine, ça se transforme à travers ce travail d'imaginaire, quoi. Mais le fait d'expérimenter, ça amène aussi à préciser. Et après, quand on est dans des contraintes qui sont beaucoup plus techniques, financières, économiques, c'est aussi ce qui me permet de... En fait, je reviens dans ce cas-là, quand je doute à ça, en fait, à ce que j'ai expérimenté, mais j'en reviens à la question du sensible et du corps, en fait. C'est que on peut créer Enfin, et artistiquement, c'est très facile de créer des projets qui sont conceptuellement extrêmement puissants. Enfin, je me souviens que j'avais fait le premier spectacle que j'avais fait, c'était une maîtrise de philosophie, quoi. Tout était justifié, pourquoi les choix et tout ça. Sur scène, en fait, c'était super chiant, parce que en fait, on fait pas un spectacle comme ça. C'est pas, il y a un moment où en fait c'est du sensible. On doit être dans le sensible. C'est quand même ce principe-là. On va le nourrir en allant chercher derrière des concepts, de la rationalité, d'autres idées, mais il y a un moment, le choix, il est quand même sensible, et c'est ce qui fait aussi l'artiste, sa capacité à discerner à travers cette sensibilité, quoi. Et donc ensuite, c'est difficile à maintenir, honnêtement, surtout sur des projets qui sont aussi complexes, avec des sommes qui sont astronomiques, beaucoup d'intervenants. C'est une équipe, on avait compté à un moment, il y a plus de 50 personnes qui intervenaient sur ce projet. Donc pour pouvoir faire des choix, en fait, comme je doutais, je revenais à la question de l'expérience sensible, de ce que j'avais traversé en expérimentant, plus la question, mais qui est une question conceptuelle sur cette question de ce que, je sais que c'est pas le cas, mais que j'associe à la question de l'origine, d'un point de vue aussi très sensible, et de aussi voir qu'est-ce qui me semble juste là-dedans, et de faire des choix par rapport à ça. Et qui sont, du coup, forcément, en grande partie, arbitraires. Et ça, je pense que c'est la grande différence, c'est que
en fait, au final, ce qui va faire que ça marche, c'est pas la rationalité de vos choix. C'est qu'en fait, est-ce que ça va toucher des gens ou pas derrière, quoi. En fait, c'est marrant parce que du coup, dans des installations comme ça, tu as des œuvres d'art qui se rapprochent pas mal de la fête foraine, de l'expérience directe de ce que Roger Caillois appelait l'inox, les vertiges, etc. Et voilà, c'est très intéressant. Donc le parallèle, je retranscris. Le parallèle, c'était un parallèle avec la fête foraine, avec quelque chose, tu disais, qui était du domaine de Roger Caillois. Roger Caillois. Appelle ça l'inox, le vertige, la sensation, le fait d'avoir un contact très corporel, une sensation de vertige. Donc un contact très corporel avec une sensation de vertige et un rapport qui est assez direct. Mais en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai d'un point de vue conceptuel. C'est-à-dire que quand je pense à des objets qui échappent à la représentation, ou qui sont trop vastes, ou à la question, par exemple, de qu'est-ce que pourrait être l'infini, en fait, j'ai une sensation de vertige physique en moi. C'est-à-dire qu'en fait, si vraiment je pars là-dedans, à un moment, en fait, je vais finir par m'asseoir, parce que sinon, j'ai l'impression que je chute. Mais c'est une expérience de pure pensée, en fait, mais qui induit cette chose physique. Et je trouve ça intéressant pour saisir l'imaginaire. Et dans ce projet avec la lumière, en fait, c'est que de la lumière au final. Donc il n'y a rien de physique. Mais il y a des gens qui sont proches de tomber dans ce projet, tellement ils se sentent déstabilisés par de la lumière. Mais il n'y a personne qui les touche. C'est leur propre perception. Il n'y a pas de son non plus, donc il n'y a pas de travail sur l'oreille interne. C'est juste comment ils perçoivent l'espace qui est mouvant et qui va finir par les amener à presque une chute, quoi, à cette même sensation de vertige. On a eu des gens qui étaient terrifiés dans ce projet à l'idée de quitter la lumière, en fait. Ils avaient l'impression que s'ils quittaient la lumière, ils allaient tomber. Ils allaient chuter, mais dans un espace qui les dépassait. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en jouant là-dessus, alors il y a un côté qui peut être assez... c'est beaucoup utilisé dans les attractions qui sont très populaires, mais je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur de ça, parce que simplement c'est une porte d'entrée. Après, si l'objectif c'est de divertir, enfin, en fait, c'est pas un problème non plus, c'est juste que l'objectif c'est de divertir. Moi, mon objectif, c'est de permettre aux gens de se transformer, d'amener ailleurs, de rêver, d'avoir d'autres imaginaires. Donc, l'objectif, il est différent. Mais d'utiliser ça comme porte d'entrée, c'est une porte d'entrée qui est, en fait, extrêmement puissante. Et il y a des objets, il y a des œuvres qui s'y prêtent, des œuvres qui s'y prêtent pas. Ça, après, c'est une question de choix. Mais il faut pas... Voilà. Je pense que c'est important de l'accepter aussi sur le principe. Sur Zoom, monsieur Dufouré Dufouré demande la parole, je vous en prie. Oui, bonjour. Oui, merci pour cette expérience c'est en fait, surtout pour moi qui n'avais pas de basilic. En fait, c'est juste une remarque, en fait, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais il me semble que ça permet de contredire un peu l'idée que la physique moderne, depuis Galilée, s'est faite contre l'évidence des qualités sensibles. Contre l'idée que, justement, il fallait substituer à la qualité sensible les modèles des qualités. Et finalement, en cosmologie, même depuis Galilée, les progrès se sont faits à l'aide d'expériences de pensée qui mettent en œuvre le corps du spectateur. Que ce soit le principe de relativité galiléen avec le nadir, ou, comme vous l'avez bien rappelé, Einstein, avec notamment ce qu'il a dit sur l'expérience de pensée en chute libre, je crois. Voilà. Est-ce que vous aviez l'intention de mettre en évidence cela? Et sinon, est-ce que ça vous semble un projet possible de montrer le lien entre la cosmologie comme science, qui s'est établie avec la naissance de la physique, et la possibilité de mettre en œuvre, retrouver les qualités sensibles, enfin, mettre en œuvre certaines qualités sensibles pour élaborer les concepts cosmologiques? Je ne sais pas si je suis clair. Si, c'est clair, mais c'est pas facile, hein, votre question. Je ne sais pas s'il y a peut-être des physiciens qui veulent répondre. Donc là, monsieur Dufouré, je me sens très seul dans cette salle. Je n'ai pas d'aide de collègues physiciens pour cette réponse-là. Non, ils sont bien là. Ils sont bien là, mais... Viens pour répondre. Oui, c'est un mais c'est
Ce qu'on peut dire sur ce que disait monsieur sur l'expérience d'Einstein, bon, il y a aussi celle du photon, etc. Il y a bon, sans doute vous connaissez ça, les textes de Châtelet, Gilles Châtelet, qui insiste beaucoup sur l'engagement du corps dans les découvertes mathématiques les plus abstraites. Et donc, et ça, c'est un peu dans le sillage de Bachelard, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment, enfin, que l'intuition serait figée. Je pense que c'est la plus grande erreur qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une histoire qui reste à faire, même par rapport à la science, par rapport aux conquêtes de l'abstraction, que l'intuition a été travaillée tout au long de l'histoire. C'est pas quelque chose qui est anhistorique et qui ne bougerait pas, qui serait figé. Et Bachelard avait une très belle expression dans la philosophie du non. Il disait en fait à chaque époque, et l'époque moderne devrait le faire aussi, c'est fabriquer des labyrinthes intellectuels qui obligent finalement à élargir nos capacités d'intuition. Et donc, et ce qui fait qu'après, ce qui semble inintuitif à une époque devient banal, une évidence à une autre époque. Et donc, l'intuition n'est pas quelque chose de figé. Et ça me fait penser à ce que disait Julien concernant l'abstraction. La peinture abstraite, c'est pas de l'abstraction en fait, c'est du visuel prolongé différemment, quoi. Et c'est le fait d'opposer, et c'est une dichotomie qui est mortelle et qui est fausse. Donc, je pense que l'idée principale, c'est quand même ça, c'est l'idée qu'il y a une évolutivité de ce qu'on appelle l'intuition sensible, dite sensible. Et en réalité, elle est très riche, elle est très mobile. Ne serait-ce que l'intuition normale de l'enfant jusqu'à l'adulte, il y a des changements considérables. Enfin, la psychologie a étudié ça, c'est vraiment considérable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Julien voudrait rebondir, je t'en prie, Julien. Ouais, il faut se déplacer. Non, j'avais une toute petite remarque juste qui allait dans le sens de ce que disait monsieur Dufouré, donc à propos du fait que Galilée était perçu comme celui qui, dans l'histoire de la physique, peut-être en surréagissant, en tout cas en réagissant de manière très réactive contre la scolastique, voulait chasser de la physique les qualités sensibles, et donc on en fait une image quand on parle un petit peu d'un Galilée plus ou moins mystifié, quoi, dans la représentation. On fait de Galilée le champion de la physique mathématique avant l'heure, etc. Qui passe par des abstractions, par les mathématiques, la quantification et les abstractions. Je voulais juste remarquer que quand il pense le principe de la relativité, mais je crois que vous avez évoqué, monsieur Dufouré, il y a des expériences de pensée qui font appel aux sensations, mais même quand il essaye de penser ce que de nos jours on considère comme des choses très abstraites, par exemple la différence entre ce qu'on appelle de nos jours le principe de relativité cinématique et le principe de relativité dynamique, Galilée n'a pas encore ce vocabulaire de parler en termes de force. Il n'y a pas la force à l'époque de Galilée, on n'est pas passé par Newton. Il en parle en termes d'une opposition entre un principe de relativité optique qui touche les yeux et un principe de relativité plutôt qui a rapport avec la sensation. C'est la différence entre cette expérience de pensée sur la relativité qui font appel à ce que l'on voit. Par exemple, quand on considère l'expérience de pensée où il écrit sur une feuille dans un navire, etc., ça c'est la relativité optique. Et puis il dit, quand il passe dans les expériences où il est dans la cale d'un navire et il essaye de ressentir ce qui se passe au niveau du mouvement du bateau, et puis les poissons dans l'aquarium, etc., les papillons qui va, et là c'est le principe de relativité qui ne touche pas les yeux, mais qui touche plutôt au ressenti. Donc voilà, c'était simplement une remarque qui allait dans ce sens, que même ceux qui sont comme Galilée, qui sont donnés comme ceux qui auraient chassé le sensible, en fait, dans la manière dont ils s'emparent de ces concepts-là de la physique classique qui sont en train de se mettre en place, bien ils utilisent des métaphores ou des voies en fait pour ouvrir vers ce qui va devenir des distinctions classiques de la physique, entre relativité cinématique, relativité dynamique, dans des termes de la sensation, quoi. Et de différentes modalités sensorielles. C'était juste une remarque qui abondait dans le sens en fait de ce qui avait été dit. Merci.
Pas d'autres questions? Une dernière fois, merci Eric. Merci beaucoup. Eh bien, c'était la dernière conférence de notre colloque et en particulier de cette journée grand public. Merci à tous les participants, ceux qui sont passés en visio tout au long de la journée. Peut-être que tout le monde n'a pas suivi toutes les conférences. Et surtout, merci aux intervenants. Merci à Carlos Lobo, Gauvin Lecomte, Roland Trier, Jean-Jacques Chisniars, Marc Lachaiseray, j'oublie personne, et Eric Arnalberchi. Avec Julien, on voudrait remercier tous ceux qui ont permis qu'on puisse organiser cet événement. Merci aux instituts, notamment l'Université du Temps Libre, l'IMERA, le LAM, le CGG et Aix-Marseille Université, mais surtout merci aux gens de ces instituts-là. Merci à Françoise Estève de UTL, merci à Constance Morteau et Charlène Martin de l'IMERA, merci à Julie Humeau et Sylvie Ponce de nous avoir aidé à organiser cet événement. J'espère que cela vous a plu. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne fin de week-end, et j'espère à plus tard pour un nouvel événement de ce type-là. Merci à tous.